Cette semaine à l'émission, on parle de violence, mais inquiétez-vous pas, on n'est pas méchant. On parle du procès de Derek Chauvin, on parle de communisme cubain et on se pose la question suivante. Comment faire pour arrêter l'intimidation par les médias? Comment faire pour retrouver la confiance en nos forces de l'ordre? Mais juste pour vous montrer qu'on est de bonne foi, Samy, ben on a un petit cigare culturel juste pour bien finir notre mercredi soir, puis ben tout ce qu'il nous reste à dire, c'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare. C'est l'heure de l'apéro cigare en bonne compagnie, comme on dit. Et moi, j'ai la chance d'être en bonne compagnie avec toi, mes baraques, à tous les mercredis. Merci d'être là, merci d'être avec moi, merci de m'endurer parce que c'est toujours un plaisir de faire ces missions avec toi. C'est mon moment préféré de la semaine. Pour vrai? Yes, quand même. as usual. C'est pas rien. Ouais. Ben, cette semaine, on a un gros programme, comme tu peux le voir. On va parler de violence. C'est un peu triste comme sujet, c'est un peu glauque, mais en même temps... Faut en parler. Faut en parler, puis Ouais. apéro, ben, on trouve toujours un moyen de parler des sujets sans que ça soit pesant et lourd. Donc, je pense qu'on va être capable de trouver quelque chose pour monter le moral du monde sans nécessairement tomber dans un arc-en-ciel de bonheur. Non. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes cette semaine qui se sont passées, puis on va en parler après, mais on peut pas tomber sous silence le fameux procès de Derek Chauvin avec tout le truc qui s'est passé avec George Floyd aux États-Unis. On va parler aussi effectivement de communisme cubain, on va parler du collectif Liberté d'oppression créé par plusieurs personnalités publiques ici au Québec. Ouais. Et on va parler aussi de cette montée en fait de méfiance en fait envers les forces de l'ordre un peu partout dans le monde et plus particulièrement en Amérique du Nord. Ouais. Mais Avant toi, tout? T'as pas de drink? Non, j'ai pas de C'est drink. apéro cigare, mais il n'y a pas d'apéro pour toi. Non, d'habitude, apéro cigare, chaque semaine, on s'efforce de faire découvrir des produits québécois Oui. à nos auditeurs. Mais moi, c'est la deuxième semaine de Ramadan. Oui. Deuxième semaine sur 4. Donc, à la tienne. Ben merci, À la tienne, Jeffrey. je t'admire et je veux dire, je te souhaite Ramadan Moubarak toujours. Merci beaucoup, Jeffrey. Et puis moi, ben je Je goûte. le goûte pour toi en fait. Yes. Cette semaine, on commence tout de suite parce que ben, on n'a pas de la journée quand même. Non. Avec notre amuse-gueule. Justement, on s'en est parlé millions de fois. Là, même, j'en ai parlé aux éditeurs pendant plusieurs secondes qu'on vient de perdre. Ah non, c'est pas vrai. On va parler du procès de Derek Chauvin parce que c'est pratiquement impossible de passer sous silence ce qui s'est passé. Ouais. Parce que ça a littéralement une incidence sur pratiquement tout le reste des États-Unis et quasiment tout le monde. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Juste pour faire un petit topo, donc Derek Chauvin, en fait, c'est le fameux policier qui a, on peut le dire, étranglé ou asphyxié George Floyd aux États-Unis. C'était finalement cette semaine qu'on allait connaître sa sentence, en fait, et il a été déclaré coupable, finalement, d'homicide. Donc, il va purger une peine de prison. En fait, pour vous donner une idée, il fallait que ça soit unanime, en fait, pour que cette peine-là ait lieu. C'est très, très rare, en fait, que des policiers sont accusés. Et c'est surprenant considérant tout le nombre de choses qui se passent aux États-Unis. Mais il a été accusé, finalement, formellement d'homicide involontaire. Et si je ne m'abuse, en fait, il a été coupable de 3 chefs d'accusation. Et je pense qu'il va peser une peine de 10 ans, si je ne m'abuse. C'est 10 ans, ok. Je ne sais pas exactement le nombre d'années, mais c'est relativement beaucoup. Condamné pour meurtre au 2e degré, meurtre au 3e degré et homicide volontaire pour avoir causé la mort de l'Afro-Américain George Floyd. Et en fait, le verdict a été hyper rapide. D'ailleurs, ils n'ont pas entendu tous les témoins. Ils en ont entendu seulement 38 sur 45. Ok. Et ça a été un verdict unanime. Il est officiellement coupable. Donc, C'est ça, parce que le jury en avait assez. 38 sur 45 de ça. C'était suffisant. Ouais. Et ça a été une énorme victoire, en fait, pour plusieurs personnes qui voulaient, en fait, ce résultat-là. Au Minnesota, on peut voir les vidéos de gens qui célébraient devant là où ça s'est passé, à Minneapolis. Donc, moi, je voulais t'entendre à ce niveau-là, mais je pense que c'est tant mieux parce que ça aurait créé une onde de choc très triste. Puis, je veux dire, je pense que ça fait aucun doute que cette personne-là est coupable. Il fallait qu'il soit coupable, en Oui. fait. Il le fallait, sinon je serais prêt à parier que les États-Unis seraient retournés dans un autre épisode de protestation d'est en ouest, là, dans tout le pays. Puis avec raison aussi. Oui. Là, je veux dire, ils l'ont déclaré coupable sur toute la ligne. C'est-à-dire que
Oui, puis les deux médecins légistes qui ont fait l'autopsie du corps de George Floyd ont tous les deux unanimement dit que ce n'était pas à cause de fentanyl, donc de drogue ou d'un problème cardiaque, mais bien par suffocation. Donc, ça faisait aucun doute que la mort était reliée au fait qu'il a tenu, je l'ai ici, pendant 9 minutes 46 secondes. C'est pas rien. C'est pas rien. Non, je veux dire, on a tous été témoins de ces vidéos-là qui ont fait le tour des réseaux sociaux où est-ce qu'on voit Derek Chauvin avec son genou sur la gorge de George Floyd. Mais ça soulève des questions quand même intéressantes au point de vue philosophie politique, si tu veux. Vas-y donc. Tout à l'heure, on a dit qu'on allait parler en deuxième apéro de cet effritement de la confiance des citoyens envers les structures d'autorité, police, politique et tout. Ouais. Mais il y a quelque chose d'intéressant, là. On vient aussi, dans ce cas présent, par exemple, le ministère de la Justice des États-Unis a, dès ce matin, après l'annonce hier soir de la sentence de Derek Chauvin, entamé une enquête contre la police même de Minneapolis, à savoir si ce service de police font des pratiques illégales, en fait, pour accoster les citoyens de leur ville. C'est intéressant de voir que le ministère lance une enquête et des poursuites envers un service de police. Et d'ailleurs, si le service de police est reconnu coupable, en fait, d'usage de pratiques illégales, ça sera toute une réforme de la police de cet État-là. Puis c'est intéressant à voir. C'est vraiment intéressant à voir parce que sur plusieurs aspects, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je me veux le professeur Samy qui va jaser de concepts. Professeur Hébert. Exactement. Qui va jaser de concepts et qui vont nous permettre de lancer des pistes de questionnement sur les différents enjeux dont on va parler. Dans ce cas-ci, pour ce qui est de Derek Chauvin, c'est le concept qu'il existe une culture policière. Une culture policière, c'est une façon, les comportements dans une certaine structure qu'un service de police va exercer, en fait, pour sa gestion de la sécurité dans sa ville. Puis un grand sociologue qui lui n'a pas théorisé nécessairement le concept de culture policière, lui, c'est Bourdieu, qui, lui, il a théorisé le concept de l'habitus et... comment on appelle ça? C'est l'habitus et le champ. Dans le sens que lui, il explique que la pratique culturelle, c'est le résultat d'une interaction entre des dispositions culturelles et des positions structurelles qui permettent de les soutenir. Si je t'explique, position culturelle, c'est-à-dire aux États-Unis, il y a un courant... Non, un courant policier, un certain courant policier... Où on te forme pour être d'une certaine façon, order, la exactement, loi et l'ordre, violence, dans une certaine structure qui est les États-Unis. Donc ouais. on la connaît. Et lui, il dit on peut pas changer les comportements policiers, donc la culture policière, ouais. Sans agir sur les structures et le contexte politique, social, juridique et organisationnel. C'est-à-dire que même si demain, je te parlais de l'enquête que le ministère de la Justice a entamée contre le service de police de Minneapolis. Et la loi que Biden et les démocrates veulent faire passer pour... C'est parce que Biden aussi, il s'est prononcé en faveur d'un gros changement au niveau des pratiques policières aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est bien beau... par exemple, rajouter des formations à ces policiers-là sur le racisme, sur ces affaires-là. Mais c'est-à-dire que si la structure sociale, politique, vraiment, les États-Unis en soi restent dans une certaine structure raciste, si tu veux, ça ne changera pas. C'est-à-dire que les habitus ne pourront pas changer si le champ, la structure ne change pas. Puis ça, c'est intéressant, toute cette histoire de culture policière-là, parce que il y a aussi, par exemple, plus proche de nous, il y a certains au Québec, je pense, qui militent pour qu'une certaine frange des policiers soit désarmée. Je sais pas si tu as vu ça passer. Ouais. Je sais pas, je suis assez ambigu par rapport à ça. Je sais qu'effectivement, on va en parler plus tard au niveau de la perte de confiance des forces de l'ordre, puis qu'il y a un mouvement pour désarmer la police.
Mais en même temps, je suis pas le plus grand défendeur de l'anarchie. Donc, moi, je pense que si on commence à dire désarmons la police et en fait, je pense que la police a encore un rôle à jouer. Je pense que des fois, oui, clairement, qu'il y a des ajustements qui sont extrêmement nécessaires, mais je pense qu'elle a encore un rôle à jouer. Puis je pense que si on n'a pas cette force dissidente-là, en fait, ça peut devenir extrêmement anarchique. Donc, je ne suis pas le plus grand défendeur, mais il y a une chose aux États-Unis. En fait, il y a plusieurs éléments, je pense, qu'il faut comprendre au niveau des États-Unis et de la culture policière dont tu parles. De un, la formation aux États-Unis, c'est souvent des anciens militaires ou des anciens, des personnes qui travaillent au niveau de la sécurité qui deviennent policiers. Donc, au Québec, on le sait, c'est une formation collégiale de 3 ans où on va t'enseigner divers techniques, où on va essayer de te former en tant que police. Aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. C'est, toi, tu sais comment assurer la sécurité ou tu sais comment manier une arme, mais maintenant, tu es en charge de la sécurité. Donc, la police aux États-Unis n'est pas du tout formée de la même façon qu'au Canada, par exemple. Puis aussi, il faut dire qu'il y a aux États-Unis, je trouve une culture de la loi et l'ordre, justement. Du fait qu'il y a très peu de zones grises aux États-Unis. Je te prends un exemple. Je m'en vais en Californie, il y a quelques années. Je m'en vais dans un bar. Il me demande, t'es pas américain, donne-moi ton passeport. Tu sais, je veux dire, montre-moi ton passeport. Je vais pas lui montrer que j'avais 21 ans et plus. Même avec ma carte d'assurance maladie, mon permis de conduire, c'était le passeport ou rien. Tu sais, c'est toujours ça aux États-Unis. C'est tout ou rien. Ouais. C'est une culture... Blanc ou noir. Blanc ou noir, c'est très... Sans jeu de mots, avec Derek Chauvin, en tout cas. Très mauvais jeu de mots, mais c'est ça. Un jeu de mots. Il y a très peu de zones grises. Puis... Mais c'est intéressant à voir. C'est intéressant à voir parce que, par exemple, tu me dis qu'il n'y aurait pas ce monopole légitime de la violence que représente le port de l'arme à feu, par exemple, pour un policier. Oui. Il y aurait un certain effritement. Mais c'est parce que, justement, un effritement tu parles de ce que j'ai compris, de ce que tu disais, que la police servirait plus à... rien, mais oui, elle aurait moins de force. Beaucoup moindre. Oui. Mais c'est justement, c'est un peu contre-intuitif. Par exemple, en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de policiers, par exemple à Londres, qui se promènent avec une simple matraque. T'sais. Il n'y a pas de gun sur eux parce qu'eux, ils sont dans cette culture policière de plus sociale, si tu veux, dans le sens une proximité avec les citoyens. Puis le gun, porter un Glock sur ta ceinture, il y a comme une certaine... Il y a une barrière dans l'approche relationnelle préventive, si tu veux, de la police entre la police et le citoyen. Fait que contre-intuitivement, une police désarmée, moi j'aurais plus tendance à faire confiance à une police désarmée qu'à une police armée. Puis c'est intéressant ton point de vue. Puis c'est justement d'où ça provient tout ça, c'est qu'il y a cette culture policière du gendarme français, le gendarme et le policier plus britannique qui est le policier désarmé dont je te parlais. Au Québec, ici, on est un peu des deux. Oui. Culture oblige, hein? On a cette culture anglo-saxonne, on a cette culture latine. Tandis qu'aux États-Unis, c'est comme tu l'as dit, c'est toute cette culture Robocop de l'armée. Tu sais, ils sont tous habillés comme des... Déjà qu'ici, on est quand même habillés comme des Robocop. Aux États-Unis, c'est encore pire. Là. Ils ont du stock. Oui, puis aux États-Unis, pour gérer une petite population. Il faut toujours penser aux États-Unis que la mentalité, c'est freedom. Tu sais, c'est la liberté. Donc, il y a énormément d'armes qui sont en circulation. Puis les États-Unis, on dirait que cette mentalité-là de dire je réponds, tu sais, s'il y a quelque chose, je dégaine. C'est cowboy. C'est cowboy un peu. On s'entend. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas juste George Floyd. Je pense que c'est la semaine passée, il y a une dame qui a confondu son teaser avec son arme. Ouais, ça c'est intense. Ça arrive. T'sais, non, mais tu sais, tu vois, c'est parce que aussitôt qu'il y a quelque chose qui va se produire, elle va dégainer parce que c'est ce qu'on lui apprend à faire. C'est protège en dégainant. C'est moi ou toi. Alors, possiblement que la situation était désarmable avec énormément d'autres manières que de la violence physique et un tir puis une arme. Donc, il y a aussi je trouve, une culture sociale aux États-Unis qui est extrêmement différente. Pour rebondir sur la théorie de Bourdieu dont je parlais tout à l'heure, la théorie relationnelle de Bourdieu, tu viens de parler elle a réagi comme ça en prenant son arme.
Puis ça, c'est l'habitude, c'est l'habitude, c'est son comportement qui a été de prendre son arme puis tirer sur le conducteur citoyen noir afro-américain aux États-Unis. Mais par exemple, tout ça, c'est un peu aussi le résultat de la structure du chant. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais dans Bourdieu, c'est habitus et chant. Donc, le chant, toute cette structure-là qui dépeint le citoyen afro-américain comme étant systématiquement un voyou ou un bandit. Fait que c'est symptomatique qu'il y a encore ça qu'on n'arrive pas à changer. Pas plus tard que hier ou avant-hier, il y a eu une arrestation ultra musclée dans le métro de Montréal parce qu'il y avait un black montréalais qui est passé sans payer son 3,50$ de métro. Puis l'arrestation ultra musclée où est-ce qu'on voit des policiers du SPVM asséner des coups inutile à cet individu-là qui criait « Je veux juste respirer, je veux juste respirer ». On en revient encore à George Floyd l'année passée, le genou sur la gorge de George Floyd. Il y a quelque chose qui change pas dans notre culture commune. Il faudrait qu'on réussisse à changer notre vision de l'autre. Et ça m'amène à parler justement de l'altérité, parce qu'aujourd'hui, on parlait le titre, c'est... Le roi est mort, le roi est mort, vive l'altérité. Qui est une référence à toute la Révolution française et aussi au fait que le roi est mort, ça représente les forces de l'ordre. Donc, les forces de l'ordre ne sont plus, vive l'altérité. Donc, c'est quoi en fait la solution finalement à une force dissidente, comme je te le disais, donc à quelqu'un qui décourage avec très armé. Donc, plusieurs parallèles, mais... Puis, comme ça donne le ton à l'épisode d'aujourd'hui, le mot altérité, j'aimerais bien l'expliquer comme ça. Pas de suite. T'es sûr? Parce qu'en fait, ça a vraiment rapport avec l'affaire de Black Lives Matter. We gotta go. T'es sûr? Parce je sais moi, pas. moi, je serais tendance à l'expliquer dès maintenant parce que, justement, je viens juste de dire, il faudrait qu'on réussisse à changer notre rapport notre rapport à l'autre pour pouvoir changer justement toute cette structure-là qui encourage certains comportements qui sont... Je veux pas perdre mon rapport par rapport à ton amitié, donc vas-y. Je vais y aller. Vas-y. L'altérité, c'est quoi? C'est justement ça dont je parle, c'est notre rapport à l'autre. Rapidement, l'altérité, c'est la caractéristique de ce qui est autre, de ce qui est extérieur à soi, donc nous en tant que réalité d'homme blanc avec nos privilèges, à une réalité de référence, donc un individu, un groupe, une société. Elle s'impose à partir de l'expérience et elle est la condition de l'autre au regard de soi. Par exemple, la tolérance, c'est ma liberté s'arrête là où la tienne commence. Tandis que l'altérité, c'est ma liberté s'étend à travers celle des autres. C'est-à-dire que avec les images de George Floyd qui ont fait le tour du monde, tout le monde a expérimenté cette altérité-là que d'être OK, je vois qu'est-ce que lui vit. Donc, ma liberté, ce n'est plus juste ma liberté en tant qu'homme blanc partout dans le monde. Parce que tout à l'heure, on dit que c'est une vidéo, puis un phénomène, puis un enjeu qui a fait le tour du monde. Parce que justement, en tant qu'être humain, on a fait cette expérience d'altérité-là que, OK, non, ça passe pas. Ça passe pas. Okay. C'est-à-dire que ma liberté ne s'étend plus, c'est plus là où celle de George Floyd commence. Ma liberté s'étend aussi à travers ce que George Floyd a vécu. Je sais pas si tu comprends. Je me suis visualisé à travers lui, puis ma liberté, en fait, au travers de cette personne-là, je la vois. Exactement. Un peu comme ça. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que je voulais en parler dans cet amuse-gueule-là en lien avec Black Lives Matter, parce que tout à l'heure, on disait que Chauvin il a été déclaré coupable. Ça pouvait pas être autrement parce que toute la planète a vu ce qui s'est passé. Toute la planète a expérimenté cette altérité-là de voir ce que George Floyd a pu vivre. Donc, voilà. Donc, l'altérité, la culture policière, c'est ça, c'est deux concepts que je tenais à expliquer aujourd'hui. C'est comme le concept central de ton émission d'aujourd'hui. Exact. Le roi est mort, vive l'altérité. Voilà. Mais on y reviendra. On y reviendra parce qu'on doit aussi parler de... je sais pas si on peut parler d'altérité dans ce cas-ci, mais je voulais te parler de Raúl Castro. Parce que c'était cette semaine le dernier congrès du Parti communiste cubain pour Raúl, qui va finalement léguer les clés du parti, on pourrait le dire, à Miguel Díaz-Canel, qui est maintenant le nouveau président cubain. Juste pour te dire, Raúl, 89 ans, pourrait très bien avoir passé notre émission de la semaine passée sur les générations, parce que lui, c'est un vétéran. Là. Lui, tu sais, quand Biden paraît jeune. Ouais, c'est ça.
Tu sais, quand Biden, il se dit, hey, le vieux, là, tu sais. Ouais. C'est, ah, je pourrais passer pour mon père quand je vais au restaurant. Tu sais. Mais ça, c'est Raoul. Menu pour enfants pour moi. Raoul, 89 ans. Puis bon, on connaît toute l'histoire de Fidel, maintenant de son frère aussi, Raoul. Miguel Diaz-Canel, lui, a 60 ans, donc c'est une nouvelle génération qui va prendre les rênes du Parti communiste cubain. J'ai hâte de voir, en fait, quel impact pour le Parti communiste cubain. Juste pour vous dire comment ça fonctionne, le Parti communiste cubain, en fait, dirige quasiment tout ce qui se passe sur l'île de Cuba, mais il y a 700 000 membres du parti et 300 délégués. Donc, il y a une forme de décision qui se crée. Par contre, c'est sûr que bon, ça a été longtemps un one-man show, et là, je me demandais justement, avec l'arrivée de Miguel Diaz-Canel et du fait qu'il y a une réforme qui a été faite du Parti communiste vers ce qu'il appelle une forme de socialisme. Donc, on veut essayer de s'adapter finalement aux tendances modernes. Je voulais voir, en fait, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu comme une étoile qui tombe. Là, non, mais il fallait aussi. Là, je veux dire, c'est un pays qui était figé dans le temps. Là, tu vas à La Havane, c'est des voitures des années 50 tapées avec du duct tape parce qu'il est rouillé d'embargo économique, il n'y a aucune pièce de voiture qui se rendait là. Et pas que. Là. Je veux dire, je comprends toute cette ferveur castriste. Le castrisme, toute cette ferveur révolutionnaire-là qui définit l'identité cubaine, mais à un moment donné, ouvre ton pays parce que c'est pas normal qu'en Amérique, je veux dire, ils sont à 15 km des États-Unis, mais ils vivent aussi mal il y a une certaine frange de la société qui vit aussi mal qu'en Éthiopie, tu sais. Je suis pas un grand communiste. En fait, je suis pas communiste. Je shout out notre ami Émile. Émile Lénine, qui est le plus grand communiste russe de la planète. Non. Le plus grand communiste québécois. Ouais, à tout le moins. non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Mais bref, je vais le shout out parce que quand même, je te donne des fun facts comme ça. Je t'écoute. En fait, l'espérance de vie à Cuba, c'est de 79,7 ans. Ah, c'est pas pire. C'est mieux que les États-Unis qui est de 78,7. Donc, en fait, les gens vivent plus vieux à Cuba qu'aux États-Unis. Ouais. En termes on parle de crimes et de violence. Tantôt, tu parlais de changement de la culture policière. En fait, à Cuba, il y a pratiquement 0 crime. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ce qu'ils annoncent? Deux choses à savoir, mais ça reste que, et pour y avoir été, c'est un endroit qui est extrêmement sécuritaire. Bon. Ah ouais, hein? Oui, non, c'est même pour les femmes aussi, tu te promènes dans la rue, tu te sens en sécurité à Cuba tout le temps. Bon, justement, l'envers du décor, ça, je le connais pas. Normal quand 90% de ton économie est tournée vers provient du tourisme. Là. C'est sûr. Tu peux pas avoir tu peux pas être, mettons, Tijuana au Mexique avec des gens qui ont des guns. Alors, mais quoi que le Yucatan est tourné beaucoup vers le tourisme, puis c'est pas la région la plus sécuritaire au monde. Ouais. Mais Cancun est très très sécuritaire, tu sais. Oui, non, c'est sûr, mais c'est comme une prison dorée un peu. C'est exactement ça. En tout cas, donc, il y a quand même, tu sais, faut donner à Fidel ce qui revient à Fidel. Faut rester fidèle à Fidel. Faut rester fidèle. Ouais. Aussi, en fait, c'est intéressant, fun fact. Cuba, en fait, se dit comme étant communiste, mais pourtant, son nom officiel, c'est la République de Cuba. République faisant référence pas en tout au communisme, en fait. Et c'est ça le paradoxe, en fait. La République de Cuba, mais qui est communiste. Mais c'est du socialisme, en fait. C'est du socialisme, avec, en fait, Cuba, le Parti communiste contrôle pratiquement tout, c'est-à-dire où tu travailles, combien tu gagnes, la redistribution de la richesse. C'est encore très soviétique chez eux. C'est une forme très traditionnelle de communisme. Et c'est pratiquement de la définition, en fait, du communisme, c'est-à-dire la redistribution le plus égale possible de la richesse. Ça devient, il n'y en a juste pas de richesse. Mais bon, il se la distribue également. D'ailleurs, 29$ et 60 sous par mois en moyenne le salaire à Cuba. 29$ par mois? 29$ par mois. Par mois. Mais, par contre, la population, en fait, est à 99,8% lettrée. Et à ce qui paraît, c'est un pays qui provide, qui donne des soins médicaux très, très
de haute qualité, Oui. en fait. C'est les meilleurs médecins au monde, à ce qui paraît, se retrouveraient à Cuba. Mais c'est intéressant tout ce que tu viens de dire, à savoir, est-ce que ça va changer? Est-ce que le 29$ va changer? Parce que géopolitiquement parlant, Vas-y. parce qu'on reste apéro-cigare, Ben oui. depuis 2014, il y a eu, sous l'ère Obama, il y a eu toute cette ouverture vers Cuba, parce que pendant très longtemps, l'ennemi de Cuba, c'était les États-Unis. Tout à fait. Qui sont sur embargo encore. Oui, qui sont encore sous sanctions. Puis Oui. justement, à partir de 2014, les sanctions commençaient à être levées. Je ne sais pas si sous Trump, ça a continué. Oui. Mais En fait, non, ça a été. Obama a fait un rapprochement. Trump s'est distancé. Un peu comme il l'a fait avec l'Iran. Ouais, c'est très Trumpiste. Très classique. Mais là où je veux en venir, c'est que pendant que les États-Unis font ça, devine qui se présage en arrière du background. Est-ce qu'il y a le nom d'un mec québécois très connu? Non, ouais. Est-ce que ça inclut, mettons, des patates, de la sauce puis du fromage? Son nom commence par Xi et finit par Jinping. Oh! Je pensais que tu parlais de Vladimir Poutine. Non, pas parce du que la relation russo-cubaine a toujours été très très forte. Ouais, très très Mais fort. Xi Jinping Ben la Chine arrive en héros. La Chine est en train de prendre le contrôle de la mer Méditerranée, de la mer des Caraïbes. Juste à côté de Cuba, hein? Juste à côté de Cuba, non. Non, la Chine est en train de vraiment take over les Caraïbes. Depuis une dizaine d'années, je pense que c'est 15 fois plus d'investissement dans les Caraïbes. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas acheté? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train d'acheter? Je sais pas. Un petit peu plus bas de Cuba, le canal de Panama. Ils sont en train de s'acheter le canal de Panama pour pouvoir s'acheter comme genre je joue au Monopoly puis Exact. 2 millions, mais ça, c'est à la table acheter le canal de Panama. Exactement. En fait, ils veulent que Panama et en fait pas juste Panama, ils veulent que la mer Méditerranée, la mer des Caraïbes devienne leur plaque tournante vers l'Amérique du Sud en fait pour la Chine. Donc l'entrée vers l'Amérique du Sud pour la Chine se fait par un rapprochement vers Cuba entre autres et aussi un rapprochement, je veux dire, en commençant à investir chez eux. Et aussi le canal de Panama qui est un peu Honnêtement, là, je veux jamais jouer à risque contre Xi Jinping. Non, jamais. Hey, sérieusement, ils font des bons calculs, ils font des excellents calculs. Ils voient les fautes américaines, pour eux, c'est une fenêtre d'opportunité. Ils ont vu Trump backer off de se rapprocher de Cuba. OK, let's go. Nous, on va aller commencer à investir là-bas. T'sais. Aussi, dis-toi que, en fait, j'avais justement une carte du site de Visualist qui disait, en fait, le principal partenaire majeur d'un pays. Et si avant, c'était États-Unis, maintenant, en fait, on est pratiquement beaucoup plus du côté de la Chine que des États-Unis. Clairement. Et tu l'as dit, c'est intéressant parce que ça va tellement dans la continuité avec ce qu'on a parlé dans les dernières semaines sur la Chine et Xi Jinping, c'est-à-dire on veut toujours sécuriser nos intérêts nationaux. C'est pas une question de on veut que tout le monde soit américain, c'est pas une question qu'on veut imposer une volonté, c'est une question qu'on va sécuriser nos intérêts nationaux. Ça passe notamment par le commerce. Tu l'as dit, Canal de Panama, c'est un canal de commerce, de navigation. Entre l'Atlantique puis le Pacifique, c'est ça? Ouais. C'est ce qui fait en sorte que tu peux passer rapidement. Planétaire. Ouais. Et au lieu d'arriver avec une force, encore une fois, force décidente, on arrive avec nos guns, ben eux, ils se disent, j'arrive avec une poche d'argent, puis... Une énorme poche d'argent. Une énorme poche d'argent, fait que je t'aide, tu m'aides, win-win. Donc, on va savoir, c'est quoi le nouveau nom du président? Miguel Diaz-Canel. Ben, je sais qu'il veut s'inscrire dans la continuité castriste, Oui. mais je pense qu'il n'aura pas le choix de... Il va changer, là. Dès que Fidel va mourir... Pas Fidel, Raoul. Parce que Fidel, il est parti. Ouais. Mais Raoul, 89 ans quand même. Ouais. Mais je pense que ça faisait déjà quelques années, je pense depuis 2019 ou 2018 que c'était l'autre qui gouvernait. En fait, là, il quitte. Il ne va plus. C'était son dernier congrès communiste. Okay, ouais. Il n'est plus au pouvoir, en fait, Raoul, mais c'était son dernier congrès communiste. C'est quand même une page d'histoire qui se tourne quand même. La page castriste qui réfère à toute l'affaire de Che Guevara, de la baie des cochons, la guerre froide. Ouais. C'est d'ailleurs un très bon documentaire sur Netflix sur Cuba qui s'appelle Cuba Libre. C'est nouveau? Non, c'est pas vu. 2-3 ans, je sais pas. Okay. Mais qui est à voir. Bref, Cuba, ça me fascine.
Et bon, ben Raoul, mais on peut l'inviter à notre show. Lui, s'il fait plus le congrès, Non, il aura le temps de venir va à avoir le l'apéro. temps de venir à l'apéro. Puis lui, c'est pas un whisky puis un cigare qui va lui faire peur. Non. D'ailleurs, Fidel prenait des Cohiba, hein. Il prenait pas des cigares cubains. Les Cohiba, ça vient d'où? C'est pas mexicain? Non, c'est cubain. C'est cubain, Cohiba, non? Mais Monte Cristo, c'est cubain? En tout cas, bref. Je m'y connais zéro en Lui, cigare. il serait- Même si dans notre show, il y a le mot cigare, je m'y connais zéro. C'est ça. On est fake news. Ok, donc Fidel n'aurait pas fumé des cigares cubains. Mais il prenait du Cohiba, ça je suis sûr. Mais est-ce que Cohiba c'est mexicain ou cubain? Bref. Si t'aurais eu ton ordinateur comme avant, je t'aurais dit d'aller voir. Ben oui, mais je voulais devenir plus durable. Mais non, quoi que j'avoue que le papier c'est plus durable. Non, mais c'est plus. Il y a moins cette barrière entre nous, j'ai l'impression. Ouais, on est plus Il proche. n'y a pas un écran entre nous deux. On est proche, mais on a 2 mètres quand même. Ouais. On se fait une petite transition? On se fait une petite transition vers l'apéro. On s'en va jaser? On s'en va jaser. On s'en va jaser, mais avant de jaser notre premier sujet, Ouais. je voulais te faire une petite transition bien le fun. Vas-y, je t'écoute. Il y a un concours en Amérique du Nord qui a été fait par un site internet. Ce site internet-là, en fait, cherchait à savoir c'était quoi le pire arrêt de bus en Amérique du Nord. C'est à Chicoutimi? The winner! On a gagné, mon chum! Sérieux? Au Québec, en fait, à Québec, l'avenue Frank Carroll. Franck Carrel. Ah oui, je sais exactement de C'est quelle ça, avenue. c'est- Ah oui, c'est comme d'une côte dans Ouais. un one-way. Ouais. Oui, je sais exactement de quel arrêt de bus tu parles. Voilà, on a gagné. Sérieusement? On a gagné le pire arrêt de bus C'était quoi, d'Amérique du Nord quoi les est à critères, en Québec. fait? Ben, en fait, je savais vais pas trouver les informations. Parce que je savais que tu allais me parler de ça, mais je voulais pas faire de recherche là-dessus. Je me suis dit, j'ai envie qu'ils me surprennent, puis tu viens de me surprendre. En fait, ça a été... c'est pas... Je sais pas. Je connais pas les critères, mais il répondait parce que c'est le pire. Attends, non, Franck Carrel. Non, Franck Carrel, c'est pas loin de la pyramide, ça. Ben, c'est juste avant Sainte-Foy. Quand tu remontes vers l'avenue Mirand, juste en bas. C'est le pire. C'est le C'est pire. comme c'est le pire arrêt de bus en Amérique du Nord. Moi, je sais juste que j'ai déjà fait 45 minutes juste pour descendre cette côte-là en autobus parce que c'était jamais bien raide. Ça se peut. Mm. Fait que Mais bref, parce que moi, je chapeau. croyais que tu parlais de. Tu sais, là, en Basse-Ville, à Québec. Non, ben, justement, pas en Basse-Ville. Quand tu passes juste après les escaliers, quand t'es vraiment en Basse-Basse-Ville, tu prends les premiers escaliers, puis t'arrives dans un genre de one-way avec la 800 kek qui passe par là. Tu vois, je trouve vraiment que c'est le pire. Mais ça, c'est dans le Vieux-Québec. Oui, L'avenue Carrel, c'est sur le bord je Charest, sais. mais Mais moi, plus loin. j'ai confondu. J'ai confondu. Fait que c'est le pire. On a gagné. Au On a Québec. gagné le pire arrêt de bus. Au moins, on peut dire qu'on a gagné quelque chose. Puis, Bon, on n'est pas les numéros 1 en transport en commun. on espère encore, que ce soit hein. pas le pire tramway non plus. T'imagines? Et Il va se faire, hein? oui, l'appel d'offres va être lancé, là. Mais ici aussi, par exemple, en Rive-Sud, ici à Brossard, il y en a un, hein? Parce que je l'ai vu. Un tramway, ça arrive ça? Ouais, j'ai vu. C'est pas un train de banlieue, t'es sûr? Non, ça ressemblait vraiment à un tramway. Ben. Peut-être que je suis pas. Je m'y connais pas en train. Ben, écoute, dis pas de fake news, puis parlant de fake news. Parlant de juste fake venir- news. Ah! Non, mais c'est vraiment Je vais te une faire une petite transition facile. très belle transition. Pas pire, hein? Parce que cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est le lancement justement du collectif Liberté d'oppression. Ouais. Et moi, j'ai fait un lapsus au début, je pensais que c'était liberté d'expression. Ouais, puis là, je suis comme, ouais, tu veux dire oppression? Ouais, mais j'étais là. Mais je m'exprime en disant que c'est expression, c'est oppression. Bref, mené par Joël Lightbound et Catherine Dorion, entre autres, mais incluant une liste très exhaustive de personnalités publiques de la région de Québec. Ouais, et pas que. Mais il y a aussi, Même, par exemple, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Là. L'article de la presse, quand ils disent de grandes personnalités l'ont signé, avant même de nommer Joël Lightbound, qui est le député fédéral libéral à Québec, ou Catherine Dorion, députée de Tachereau à Québec pour QS, ben, ils ont nommé Jay du Temple. C'est le premier nom dans l'article de la presse. Jay du Jay Temple. du Temple. Ben, lui. Comme si c'était comme le porte-étendard du journalisme. Tu sais? En tout cas, Ben, je veux vas-y, dire, fais-nous un quand petit même. topo. Non, mais il veut dire, il anime à Occupation 2. Non, mais c'est ça. Je trouve que C'est ça, c'est du journalisme. je fais vraiment pas du hate, mais les humoristes prennent une part énorme, je veux dire, une place énorme dans le contenu consommé par les Québécois. C'est fou, Alors hein? que quand tu vas en France, donc tu vas avoir beaucoup d'émissions qui sont animées, pas juste ça, beaucoup de débats par des personnalités plus intellectuelles, genre beaucoup de professeurs qui vont être beaucoup plus sur l'espace public et sur les plateaux de télé, alors qu'ici, là, les humoristes,
Ben, c'est regarde, des demi-dieux. Louis-José Hood fait des films. Effectivement, t'as des humoristes qui animent des émissions de télé, qui écrivent des livres, qui deviennent chroniqueurs. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup plus transversal. Tu sais, les artistes vont rentrer et sortir de différentes catégories. Puis même, il y a des gens... Tu sais, on a vu Émile Bilodeau, qui est un comédien qui a fait de l'humour à un moment donné. Donc, tu sais, aussi... il y a... le chanteur, Émile Bilodeau? Non. Ah non, l'autre, ok, ouais. Bilodeau, ouais, je sais exactement. Emmanuel Bilodeau. T'as dit Émile, ouais. J'ai dit Émile. Ouais. Je suis comme, Émile Bilodeau, j'en ai plein, mon casse. Il fait de l'hiver. Il fait de l'humoriste. Il fait de l'humour maintenant. Non, Emmanuel Bilodeau qui a fait des spectacles aussi avec Juste pour rire. Et c'est pas du hate que je fais en disant que les humoristes prennent une. Je dis pas qu'ils prennent une trop grosse place, mais c'est un constat que je fais. Ils prennent une énorme place dans le paysage médiatique québécois. On dit personne qui rit est à moitié dans ta télé. Ouais. Mais tu sais qui est un clown aussi? dans les journalistes, il y en a des clowns. Puis c'est justement pour ça qu'il y a le collectif Liberté d'oppression. Oui. C'est justement pour dénoncer, si j'ai bien compris. Effectivement. Ben, en fait, ce que le collectif des clowns dans les Liberté d'oppression, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a énormément de médias en ce moment qui distribuent des discours haineux et que, en fait, ce discours-là haineux, on ne prononcera pas de radio, mais vous les reconnaissez. C'est que, en fait, là-bas, on appelle les fameux radios poubelles. Les trash radio. Ils distribuent, en fait, des discours haineux et ça contribue, en fait, à, un climat malsain au niveau de la société, deux, à lancer, en fait, ou à stimuler des comportements violents à certains individus envers une certaine communauté. Donc, en fait, ce qu'eux disent, c'est que... c'est qu'en faisant ça, ils détruisent le tissu social de la société. Donc, je te prends un exemple. Par exemple, il y a des extraits de radio à Québec ou ailleurs qui ont dit les extraits suivants, et je cite, « On se fait mener par des anarchistes féministes extrémistes. Ouais. Elles sont crainquées parce qu'on a eu leur fameux congrès féminisé la semaine passée. » Ça, c'est un. Un autre, c'est « On n'est pas fait pour vivre ensemble, entre parenthèses, avec les musulmans. » C'est assez clair. Ça a été dit. Là. Ok, donc antiféminisme, islamophobie, ensuite? J'en ai un troisième. Moi, ma définition d'un idiot, c'est quelqu'un qui fait du basic en hiver. Aujourd'hui, quelqu'un en basic, frappez-le, soulagez-le, faites quelque chose. Tu sais, je veux dire, ça, c'est des gens qui, ils ont un auditoire, à heure de grande écoute, vont dire des choses qui, clairement, c'est de l'intimidation. C'est pratiquement de l'intimidation. Je sais. Tu sais, en fait, je vous ai trouvé la définition de l'intimidation. C'est tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse et de léser, blessé ou opprimé ou ostracisé. Mais là, c'est répétitif, c'est voulu, c'est tout ce que tu as dit. c'est ça quand même. Ouais. Pour moi, c'est de l'intimidation. Puis, clairement, on dit à nos jeunes de ne pas faire d'intimidation dans les écoles, alors qu'il y a des adultes qui sont payés pour, tu l'as dit, de façon répétitive, cibler certaines franges de la société. Et c'est faire du fake news, mais à l'état pur, là, parce que ben oui. Le pilier d'une société démocratique, c'est l'éducation puis une presse juste. C'est-à-dire que l'éducation va nous permettre d'acquérir cet esprit critique, analytique, mais qu'est-ce que tu veux critiquer, analyser si ce qu'on t'offre comme presse... C'est l'information que tu vas avoir. L'information qui circule, il faut qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit bonne. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec les musulmans, puis genre... Tu pars de cette idée-là. Je sais pas si tu comprends. C'est quelque chose... Ouais. C'est déplorable. Et là où je voulais en venir avec ce sujet-là, c'est que ce que je trouve déplorable, c'est que justement l'intimidation et le fake news, c'est devenu le fonds de commerce de certains. Ça me fait penser à un épisode de Black Mirror, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. C'est un gars qui est un peu à la Alex Jones aux États-Unis, qui est un blogueur, un YouTuber, blogueur, podcasteur, name it, d'extrême droite, qui analyse et qui décrypte l'actualité selon sa grille d'extrême droite qui est
complètement faussé par du ressenti négatif, par de l'islamophobie, par name it. Ça fait penser à cet épisode-là de Black Mirror, où est-ce que ce gars-là qui est un peu comme... Ils ont recréé un peu l'imaginaire d'Alex Jones, et off-cam, il disait comme moi, ça, j'y crois même pas tout ce que je dis. C'est juste qu'il y a des caisses de résonance qui veulent m'entendre dire ça. Puis moi, ça me permet de payer mon loyer. Parce que dans le cas québécois, avec la liberté d'oppression, il y a un gars qui a signé cette pétition-là. Qui est un ancien animateur de Trash Radio, je pense qu'il s'appelle Stéphane Gendron, qui est un ancien grand des radios poubelles de Québec, qui lui a dit c'est des trucs, je disais des trucs que je pourrais même pas réécouter avec mes enfants aujourd'hui. Là, tout à fait. En fait, ce qu'il a dit, Stéphane Gendron, justement, il a dit j'assume ce que j'ai fait, mais c'est pour moi une cicatrice. C'est-à-dire que j'en suis pas fier, et effectivement, aujourd'hui, je le vois comme ça se traîne avec moi. C'est l'épisode de Black Mirror, mais directement. Là, c'est exactement la même affaire. On va se le dire. Puis, c'est effectivement, c'est vrai que ces discours-là, souvent, vont aller chercher une caisse de résonance. C'est ça qui les fait vivre. C'est les faits que du monde sont comme... Puis c'est un phénomène qui est tellement relié, je trouve, avec Donald Trump, avec tout le mouvement populiste, mais qui trouve toujours un peu... Et la remise en question de tout à l'heure, on disait la remise en question de l'autorité, on parlait de ça, mais c'est aussi une remise en question de tout ça aussi, de l'autorité, à savoir est-ce que tous les immigrants que le gouvernement veut ramener, c'est bon, on questionne tout ça, est-ce que le gouvernement veut vraiment notre bien, parce que ces mêmes radios poubelles-là, c'est eux autres qui faisaient la publicité de anti-masques là, durant les 2 premiers confinements. Tu vois qu'ils questionnent des réalités, mais pas sous le bon angle. Mais pas du tout sous le bon angle. Puis, tout à l'heure, juste avant le podcast, tu me disais, pour qu'on puisse faire la publicité du podcast, il faut qu'on soit reconnu comme des journalistes, entre guillemets. Facebook. Moi, je me suis dit, écoute, je paye... en fait, la publicité. Facebook m'a donné 10$. C'est tellement généreux, ces Let's gens-là. go. Ils nous donnent 10$. Ils nous ont pris pas mal plus que 10$ en passant. Oui, ils font de mais l'argent énorme avec nos données. Ils ont eu 8 millions avec mes données, mais ils me donnent 10$. Qu'est-ce qu'ils sont généreux? Fair play. Fair play! Le roi est mort, vive Facebook. Mais... fait que là, moi, je me dis, OK, parfait, je fais une publicité pour... Justement, il y avait notre vidéo sur le racisme asiatique. Contre les Asiatiques, oui. Puis nous, où on parlait justement de cette situation-là au Canada et tout. Donc moi, je dis parfait, je fais une publicité pour essayer de voir comment ça fonctionne. Puis essayer d'avoir un plus gros auditoire voir pour comment les apéro. gens vont réagir, est-ce qu'ils vont le voir, est-ce qu'ils vont pas le voir. Donc, bref, je fais cette publicité-là. Après une journée, Facebook me dit non, je peux pas accepter la publicité parce que tu dois confirmer en fait que vu que tu fais un discours politique dans ton émission, je sais pas de quoi tu parles. On change jamais de politique à apéro. Nous, on fait juste questionner des trucs. Voilà. On fait juste questionner des Mais everything is politics. Mais everything is politics. Donc, bref, il me dit, ben là, arrête tout. Faut que tu confirmes ton identité. Faut que tu confirmes d'où tu viens, quelle organisation. Donc, faut avoir une série de critères, en fait, pour s'assurer que finalement, tu n'es pas n'importe qui fait n'importe la quoi. désinformation. Ouais. Parce que sinon, on va te shutdown. Comme ils ont shutdown le gars, là, il n'y avait pas une page Facebook qui s'est fait shutdown. Alexis Trudel, Cossette Trudel, Alexis Cossette Trudel. Oui, qui avait complotiste, en fait. Ouais, qui avait une page de journalisme complotiste un peu, que lui, il faisait juste la publicité de fake news, en fait. Tout à fait. Parce que ce qui arrive, c'est qu'au Québec, contrairement, par exemple, en France, il y a ce débat-là aussi. Comment, en France, ils ont ce débat-là de comment va-t-on gérer tout le journalisme d'opinion? Parce que, par exemple, là-bas, il y a Éric Zemmour, qui est un peu leur Richard Martineau, qui des fois, il est comme dans le Journal de Montréal, Richard Martineau. Parce que ça vise pas Richard Martineau, mais c'est indirectement visé. Mais Richard Martineau et tous ses amis des radios poubelles. Moi, je trouve que Richard Martineau joue toujours un peu borderline, je trouve. Il joue avec le borderline de l'opinion. Puis... Mais c'est ça la question, en fait. C'est que eux, ce qu'on dit, c'est que nous, on ne veut pas s'attaquer, on ne veut pas empêcher la liberté d'expression. Je pense que c'est vraiment le contraire, en fait, qu'on essaie de faire. C'est que chacun a le droit à son opinion, c'est vrai. Puis c'est juste que quand tu utilises ta vitrine pour ostraciser des groupes précisément et de façon délibérée... Ça, c'est non. Puis je pense que ça devrait être légitime, en fait. Totalement, parce que, pour revenir à
Par exemple, ici au Québec, on a une certaine structure pour essayer de gérer ça. Ça s'appelle le conseil de presse. Oui. Ce qu'il n'y a pas en France. Parce qu'en France, ils ont le même débat-là, puis eux, ils veulent créer un conseil de presse qui est comme un conseil de déontologie. Le conseil de presse. Le conseil de presse. Le conseil de Heure Presse. J'aime pas ton accent français, il est pas très français. Pas en tout. On dirait un gars de Chibougamau qui essaie de parler français de France. Mais c'est un peu ça, en fait. Non, mais c'est ça. Par exemple, là-bas, ils n'ont pas ce genre de conseil déontologique-là qui va s'assurer que le journalisme et le journaliste sont légitimes, tu sais. Oui. Ici, il l'a. C'est-à-dire que le conseil de presse trouve que les trash radio et les journalistes d'opinion qu'on peut retrouver dans le Journal de Montréal, par exemple, c'est légitime. C'est qu'ils rentrent dans le framing déontologique du journalisme québécois. Ils fit dans le moule. Ils sont corrects. Ils sont corrects. On a accepté Donc, ça. qu'est-ce qu'il y a à faire? Cette pétition, genre, je la trouve très honorable, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Du moment qu'on a déjà une institution qui les frame puis ils leur disent qu'ils sont corrects, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on bafoue ça? C'est quoi la suite? Ben, je pense je te que questionne. La question, c'est ça. Tu sais, tu veux parler tantôt du Bloc Negro, le Black Bloc. Le Black Bloc mexicain féministe. Et tout, mais tu parlais aussi de perte de confiance, mais est-ce qu'on est toujours obligé de passer par une institution qui va apporter une loi, ou est-ce qu'on veut passer par une réforme sociale, de prendre conscience, de dire, écoute, tu sais, ce que tu dis en ce moment, ça met en danger la cohésion sociale. Mais effectivement, j'ai pas la solution. Comment, tu sais, parce que le problème, c'est que si après toi, tu interdis ce genre de discours-là va se propager, en fait, dans des médias qui sont informels. Donc, des chaînes YouTube. Il va se propager à travers des parlors, des blogs anonymes. Une caisse de résonance. Du résonance. monde qui va en reparler. Le monde va parler, puis il va se créer d'autres réseaux, puis ces réseaux-là vont être encore plus cachés. Puis là, la question, c'est est-ce que... D'où la meute, ou bien tu sais, faire le truc des Québécois de souche. QAnon aux États-Unis. QAnon aux États-Unis, exactement. Si tu les sors du cadre, comme tu dis, il y a un cadre de dire ça c'est acceptable, ça ne l'est pas. Si tu dis maintenant ça, ce n'est plus acceptable, puis tu réduis le cadre, ces gens-là vont trouver un autre moyen, en fait, d'avoir une caisse de résonance. Puis tu le dis, probablement que ces gens-là vont dire, moi je vais payer mon loyer de toute façon, fait il y a des gens qui m'écoutent, je vais le dire. En même temps, donc moi je me dis, comment essayer de faire comprendre à ces gens-là que ce discours-là qu'ils ont est dommageable et n'est pas basé sur des faits. Ils jouent un rôle très important. Oui. Hein. Justement, les trash radio sont extrêmement écoutés à Québec. Ça marche au bout. Là, ils passent du Metallica, du AC/DC, et entre deux Thunderstruck, les musulmans, on n'est plus capable d'eux autres. Là, tu sais. Ouais. Puis je veux dire, à Québec, ça s'est passé. Là, je veux dire, il y a une tête de porc devant la mosquée, ou même un chauffeur de taxi. Non, il y a eu l'attentat à la mosquée. L'attentat à la mosquée. Est-ce que Alexandre Bissonnette écoutait des radios? Tu sais, le lien à faire, ça... Il consommait sûrement des trucs c'est débattable. Ben oui, peut-être, mais c'est débattable. J'ai lu que une de ses quand il s'était fait arrêter, il a dit je voulais protéger le Québec, quelque chose comme ça, je voulais nous débarrasser d'un problème, ouais, mais quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il a consommé du contenu qui peut être les radios de Québec qui lui mettent dans l'idée en tête que les musulmans ça n'a pas rapport au Québec, tu comprends? Ouais, mais il peut avoir aussi de consulter un... Je ne suis pas en train de les défendre, hein? Vraiment pas, aucunement, non. Jamais. Mais il peut avoir aussi consulté des vidéos en Égypte, il avoir un article puis faire un amalgame, ou il peut avoir consulté énormément de contenu. Est-ce que c'est est-ce qu'on peut créer un lien direct entre ce que les radios ou ces médias-là disent et un acte comme ça? Je sais pas si le lien direct est possible. Ben, quand même. Mais c'est sûr que je pense que de manière générale, ça contribue à aggraver un tissu social qui est nécessaire en fait de maintenir. Puis tu sais, moi, je me dis, si moi, j'arrive là sur les réseaux sociaux ou sur ma radio, puis je dis telle personne ou tel groupe, comment que les gens le percevraient? T'sais? Mettons que je prends à l'envers des choses. J'arrive sur... Nous, à Apéro Cigare, on commence à bâcher, mettons, les Québécois ou whatever. Ouais. Où je dis les gens d'une telle région au Québec, sérieux, tu sais... Là, je prends des citations, par exemple. Je suis pas fait pour vivre ensemble avec eux autres. C'est assez clair. Comment la réaction, tu penses qu'elle serait?
je veux dire, tu sais, je veux dire, ça serait quasiment un conflit ouvert, là. Non, clairement. Mais parce que là, on cible des populations qui, on dirait que c'est quasiment normal d'entendre ça dans le discours public, ben, ça passe à pas jusqu'à temps que ça éclate. Tu sais, la ballonne à gonfle, puis maintenant, ça explose, puis... Tu sais, moi, je pense que ça aggrave le discours puis le tissu social général. Est-ce qu'un individu qui commet un acte comme les attentats, c'est relié? Ben, je veux dire, jusqu'à une façon, oui et non, mais je pense que c'est un problème auquel il faut s'attaquer, puis est-ce qu'on s'attaque au problème en essayant de les museler, ces gens-là, ou est-ce que le problème est en fait plus profond, puis c'est là où il faut le problème est un peu plus profond, je pense, il est vraiment au niveau identitaire québécois, parce que je pense que c'est des trucs que tu vas beaucoup moins lire dans la presse canadienne. Mettons, dans le Journal de Toronto, tu vas beaucoup moins lire de style de Richard Martineau qui dit que les musulmans... L'islamophobie, mettons, tu vas moins en trouver, parce que on en revient à cet épisode de Apéro Cigare où on parlait d'identité québécoise, je sais plus trop c'est lequel, que... ces questions-là, parce que tu peux parler par exemple, hier j'ai regardé une vidéo de Mathieu Bock-Côté qui allait sur une radio française, Sud Radio, qui est une radio que j'adore écouter, puis il parlait de son dernier livre, La Révolution racialiste, et qui parlait de la loi, par exemple, de la laïcité, la loi 21. Tu peux en parler d'une certaine façon, sans bâcher toute une communauté ou bien ostraciser et mettre des idées dans la tête de tes auditeurs que les musulmans c'est le diable, tu comprends? Il y a des façons d'en parler sans... Tandis que justement les gars de Radio Québec, n'ayant pas de certains médias, on va pas les nommer, mais non, mais les radios, les trash radio, ben les certains médias qui font qui font du fake news et de l'intimidation. Ceux qui portent le chapeau de ça. Eux, justement, n'ayant peut-être pas nécessairement les ressources, je sais pas, la recherche ou bien l'esprit analytique ou l'esprit critique, ils vont toujours l'amener dans l'aspect identitaire et émotionnel de la chose. Nous, Québécois versus eux, musulmans. Nous conducteurs contre eux qui font du vélo. Nous, grands patriarques contre les féministes. Je sais pas si tu comprends. Ils vont toujours réduire le débat à sa plus simple expression, c'est-à-dire l'identité et l'émotion, à la place d'aller analyser plus en profondeur. Est-ce que ça fait pas un lien avec ce qu'on parlait justement sur l'identité québécoise avec le franglais qu'on avait parlé? Exact. Là, 2 émissions sur lesquelles on disait, ben tu sais, il faut qu'on redéfinisse notre définition de la société québécoise, de l'identité québécoise pour une définition plus inclusive, plus actuelle. Puis dire, comme tu dis, le nous, on inclut, tu sais, le nous est supposé être plus large que ça, tu sais. C'est pas juste nous, petit nous, c'est grand nous. Ça soulève un autre débat, le débat multiculturel versus l'interculturalisme. Est-ce que on est dans cette logique canadienne-là de mosaïque de culture, ou est-ce que c'est vraiment l'inclusivité à son paroxysme, ou bien se créer une identité québécoise, puis être québécois, tout le monde peut relate à c'est quoi être québécois, tu comprends? Oui, tout à fait. Ces gars-là, moi je suis tout à fait en faveur avec le collectif Liberté d'oppression, parce que ces gens-là qui font du journalisme d'opinion réduit à sa plus simple valeur de juste essayer d'aller chercher les émotions les émotions les plus primitives des lecteurs là, se sentir envahi, c'est ultra primitif, c'est rien de toujours sur la peur, toujours dans le gros sophisme, c'est que du sophisme quand ils écrivent. Il y a pas de il y a pas de profondeur d'analyse aussi de présenter un point de vue inverse pour montrer que tu y as pensé qu'il y a un point de vue inverse, tu sais. C'est que une ligne directrice, pense comme moi, lis comme moi, pas juste pense comme moi, feel ce que je feel. Je te donne mon amertume. C'est-à-dire que je pense que c'est à travers un certain bagage, c'est des gens qui vont essayer de convaincre. C'est pas essayant des gens qui vont essayer d'apporter un point de vue puis dire, d'apporter un éclairage puis dire, hey, voici comment je pense, voici pourquoi je pense, puis voici qu'est-ce qui m'amène derrière, puis après toi, fais ton propre raisonnement. C'est pas ça. C'est dire, moi avec mon bagage, je pense comme ça, c'est la vérité, pense comme ça. Puis c'est comme ça que c'est apporté, tu sais. Puis ce qui est paradoxal, c'est que eux, ils vont dire, hey, ils essayent de nous rendre, pas nous unifier, nous rendre, comment dire, simplifier c'est quoi qu'on est, mettons. Je sais pas comment. Je cherchais mon mot. Mettons, ils essayent toujours de. Ils vont nous framer. Ouais, c'est ça. Alors que la pensée unique, c'est ça. Eux,
eux, paradoxalement, vont dire hey, on essaye avec tout ce multiculturalisme puis toute cette inclusivité de nous frame à une pensée unique qui est la pensée universaliste là, de je suis citoyen de l'univers, tu sais. Alors que eux-mêmes, c'est ce qu'ils font. Ils vont framer une pensée unique de c'est ça être québécois, puis il faut que tu le feels il faut que toujours, en tant que québécois, tu te sentes envahi par l'anglais avant, par les musulmans hier, par les féministes demain. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends. Puis c'est intéressant, comme tu dis, parce que, effectivement, tu sais, par exemple, Mathieu Bock-Côté. Moi, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Et ça arrive souvent, en fait, que je sois d'accord. Mais je trouve, effectivement, tu sais, il a le droit à son opinion. Puis ce qu'il apporte comme opinion, c'est son opinion. Puis il l'explique derrière. Il va apporter des concepts. Tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais c'est ça pour moi la liberté d'expression. C'est de dire, exprime ton point de vue. Fair. Mais exprime d'un point de vue où... tu nuances tes affaires. Nuances ton point de vue, puis dis-le pourquoi. Quand tu parles d'une opinion, tu donnes ton opinion. Ouais. Donc, comme tu dis, c'est toujours le nous versus les autres. Au lieu de dire le nous versus les autres, c'est juste de dire ça c'est moi, ça c'est mon opinion, je pense ça pour telle raison. Et essayons de raisonner au Québec. Je pense que c'est. Essayons d'apporter un débat où on est capable d'avoir des arguments, des faits, de se dire pourquoi on pense comme ça, qu'est-ce qui nous fait penser comme ça, tu sais, puis avoir quelque chose de plus détaillé, puis ouvert, puis profond que juste ces gens-là, c'est pas nous, puis de pointer des gens du doigt, tu sais. Je te donne un exemple, par exemple, les trash radio, les journalistes d'opinion de Journal de Montréal, par exemple, eux, quand ils vont parler du voile et de la loi sur la laïcité, la loi 21, ils vont simplifier ça à c'est pas ça être québécois, porter le voile, c'est de l'oppression, point final. C'est pas ça être québécois pour nous. Ça, là, c'est simplifier le débat, tandis que tu peux être du même avis, comme M. Bock-Côté, qui, lui, va venir te dire je suis contre le voile, mais je suis contre l'islamisme, mais pas l'islam. Et là, il va t'expliquer c'est quoi la différence entre l'islamisme et l'islam. Il va te dire qu'il y a une dimension politique au port du voile qui est apparue avec la révolution iranienne en 79, qui a gagné ensuite l'Arabie Saoudite qui voulait propager son wahhabisme un peu partout. Donc, il va te ramener tout ce point de vue nuancé historique qui va venir expliquer pourquoi il est pour la laïcité et contre le port du voile, par exemple, dans l'espace public. Dans l'espace public, à tout le moins quand tu travailles pour le gouvernement. Tandis que les gars de Trash Radio, ils vont jamais te faire cette nuance-là, te ramener ce background historique-là, d'où ça vient. Est-ce qu'il y a vraiment une dimension politique? Est-ce qu'il y a une dimension justement religieuse? C'est ça qui est important. Comme je te disais tout à l'heure, l'éducation à l'école, ça t'apprend l'esprit critique et une presse juste pour que tu puisses savoir quoi penser. C'est le découlement de ça, en fait. Exact. Puis moi, je te dirais, arrête de pointer puis commence à expliquer. Je pense que c'est... Tu sais, on veut pas museler des gens, on veut juste ouvrir un débat qui est plus simple et qui est plus, effectivement, qui est plus constructif, tu sais, dans une société, et seulement au lieu de toujours pointer des gens du doigt, puis toujours les isoler, puis toujours, tu sais, un débat plus dans l'altérité, plus dans la transcendance des réalités, puis c'est comme ça que tu vas pouvoir te faire une meilleure tête. Puis c'est limite, on l'a vu, c'est de l'intimidation. Ouais. C'est littéralement la définition même de l'intimidation. Donc, si on fait un effort surhumain pour l'enlever dans les écoles, puis, tu sais, je veux dire, on sait les dommages sur les jeunes, qu'est-ce que ça fait l'intimidation, mais pourquoi on permet ça, en fait, à des gens d'intimider des groupes à travers un médium qui a une large audience. Pour moi, c'est la même chose. Si tu dis non à l'intimidation dans les écoles, ben, tu ne devrais pas dire oui à l'intimidation à des groupes de société dans l'espace public. Entre groupes de société, oui. Donc, je suis totalement d'accord. On est d'accord là-dessus. Puis on pourra en parler pendant... C'est intéressant. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, là, ce collectif-là. Est-ce que ça va en découler une forme de, je sais pas, une législature? Est-ce que c'est juste ça va juste être une certaine forme de révolution sociale de la consommation de journaux? Parce que je te jure, là, au Québec, c'est extrêmement populaire, le journalisme d'opinion. Ah, clairement. Puis il faut de l'opinion. C'est pas mal, mais ça prend au même titre que les humoristes prennent beaucoup de place, là, ben la même chose pour le journalisme d'opinion, prend un peu trop de place. D'ailleurs, des fois, on invite des humoristes pour jaser de politique. Est-ce qu'on inverserait-tu, mettons? On met les médias qu'on parle ici, faire de l'humour. Puis
Mais c'est quasiment ça. Louis-José Hood à la radio. C'est quasiment ça que Guy Nantel s'est présenté pour le PQ. Ah ben oui. Puis, par exemple, Éric Duhem maintenant au Parti conservateur. Éric Duhem au Parti conservateur. Puis la dernière fois, on a invité Louis T, un humoriste, certes politique, mais pour jaser politique, à tout le monde en parle. Tu sais. Donc, ça va comprendre. Eh ben, en tout cas, bref, c'est le temps de passer à notre deuxième apéro. On y va avec... Juste fais ça rapidement avant de passer à notre deuxième apéro. Je t'écoute. Je voulais te parler d'une statistique intéressante. On parlait dans les derniers épisodes de nationalisme vaccinal, en fait. Du fait que les vaccins, en fait, ça sort maintenant de médium pour, en fait, exprimer un réalisme politique, comme tu le disais. Ben, je veux une statistique pour toi. Le pourcentage de la population qui a reçu au moins une dose. En fait, ça, c'est de quelques jours, ces données-là, donc prenez-le avec un grain de sel. Aux États-Unis, 38% des adultes aux États-Unis ont reçu une dose du vaccin. Au Canada, selon ces données de quelques jours, c'est 22% et au Mexique, 8%. Donc, déjà, on peut voir des inégalités. Au niveau de la production de vaccins, tu vois, par exemple, la Chine. Tu parles de la Chine du fait de sa diplomatie, en fait, et tout de comment, en fait, elle va créer des alliés et des relations économiques. Elle a produit 200... En fait, elle a utilisé pour elle-même, sa population, 109 millions de vaccins qu'elle a designé pour créer. Elle a exporté pour 109 millions de vaccins. Donc, à peu près moitié-moitié. 50-50. Les États-Unis, 164 millions pour la consommation domestique, pour vacciner la population américaine. Combien tu penses qu'ils ont exporté? Je pense que c'est zéro, hein? Zéro exportation de vaccins. Ils gardent tout pour eux, hein? Les chauvins. Ah! Un autre jeu de mots. Parce que son nom de famille, c'est... Il est bon ton jeu de mots. Ouais. Il est bon ton jeu de mots. Les chauvins. Ah! Ouais. Si j'avais un petit... Ouais. D'ailleurs, on pourrait peut-être avoir un petit buzzer. Faudrait, hein? Ouais. S'en trouvera un. Ouais. Je vais trouver de quoi. On trouve de quoi. Ouais. Mais, bref, bon jeu de mots, mais encore une fois, c'est un très bon exemple du réalisme politique puis justement de chacun pour ça en ce moment. Ouais, les États-Unis sont à ils fond, vaccinent là, comme 2 ou 3 millions par jour. Je pense qu'ils ont même atteint le 4 millions par jour à un certain moment. Ça y va au toast. En fait, ils vaccinent autant vite qu'il y avait de morts durant la COVID. Mais il l'a encore, en fait. On est encore en temps de pandémie. Bref, c'est le temps de passer à notre deuxième sujet. Tu voulais nous parler, en fait, du phénomène des bloqués négros au Mexique et à quel point c'est un exemple, en fait, très, très révélateur du fait que de plus en plus, on voit des groupes de société qui se travaillent en marge des forces de l'ordre puis qui ont une méfiance énorme envers les forces de l'ordre. Et les structures politiques. Ouais. Donc, pour faire un topo rapide, puis on va pouvoir faire des liens avec tout ce dont on a parlé, Black Lives Matter, ainsi de suite. Le bloque negro, c'est quoi? Bloque negro, en espagnol, ça veut dire Black Bloc. Donc le bloc noir, mais qui est un mouvement en Europe, les Black Blocs, qui est un mouvement anarchiste en Europe, un anarchiste donc d'extrême gauche, qui quand ils font des manifestations, leurs militantistes, sont connus pour un militantisme assez violent, disons-le comme ça. Donc ils font de la casse et des trucs comme ça. Ce qui arrive au Mexique, c'est que le mouvement féministe au Mexique, il existe depuis très longtemps. Il y a plusieurs organismes et collectifs féministes au Mexique qui militent depuis très longtemps. Par exemple, en 2017, il y a eu beaucoup de marches féministes au Mexique parce qu'il y a beaucoup de féminicides au Mexique. Il y en a. D'ailleurs, 10e féminicide au Québec. 10e féminicide cette semaine au Québec, mais un endroit où ça va un peu, je veux dire, pire qu'au Québec au niveau féminicide, c'est au Mexique, où est-ce qu'il y a jusqu'à 4000 féminicides par année et seulement 900 d'entre eux, en 2019, 4000 féminicides et seulement 900 ont été reconnus comme féminicides par le gouvernement. Oh, wow. 98% d'impunité face aux féminicides et aux violences faites aux femmes. Énorme. C'est-à-dire qu'il y a un gros climat d'impunité et de silence Ça fait pratiquement la partie de la culture populaire, en fait. Exactement. Ça passe sur le radar. Là. Ça passe, et c'est justement ça que les mouvements féministes au Mexique sont plus capables. En 2017, il y a eu beaucoup de marches. En 2019, à la suite de... en fait, il y a eu un groupe de policiers qui ont
qui ont été reconnus coupables d'avoir violé une jeune fille de 17 ans. Donc, quand même, la police commet de la violence envers les femmes. D'ailleurs, il scandait des slogans comme elle ne me protège pas, elle me viole. Donc, la police ne me protège pas, elle me viole. Donc, tu voyais qu'il y avait commencé déjà dès 2019 à avoir beaucoup moins de confiance envers les autorités mexicaines, par exemple, et pas juste la police, hein, même la classe politique. Par exemple, durant les marches de 2019, il y a eu un grand mouvement de marche féministe à Mexico, après l'événement que je viens de te dire. La mairesse de Mexico a dit que les féministes, ils veulent juste du grabuge. Ils veulent juste du grabuge. Quand on a demandé le même jour qu'on avait accusé les policiers de viol envers la jeune fille, on a demandé au président Obrador qu'est-ce qu'il en pensait de AMLO. Le président AMLO, non? Ouais, c'est AMLO. Ouais, c'est AMLO, c'est Emmanuel López Obrador. En tout cas, c'est pour ça que je voulais dire juste le président AMLO ou Obrador. On lui a demandé qu'est-ce que vous en pensez de toute cette cause féministe. Est-ce que les marches. Qui est de gauche, en fait. Qui est de gauche, hein? Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit j'ai pas envie que les causes féministes détournent l'attention de mon administration et des citoyens de mon avancée au point de vue ces avancées économiques. Dans l'aéronautique. Parce que dans le fond, lui, on lui posait cette question-là durant une conférence de presse où il annonçait l'achat de je sais pas combien d'avions ou la vente de je sais pas combien d'avions. Et on lui a répondu, il a répondu, j'ai pas envie que la cause féministe détourne l'attention. Donc tu vois que et la police qui viole des jeunes filles et la classe politique, ils se ferment la gueule. On va comprendre pourquoi. Donc, il y a tout le mouvement féministe au Mexique en a ras-le-bol. Et ça m'amène à parler d'un dernier concept de l'émission que je voulais parler. Donc, je vous ai parlé des théories de Bourdieu relationnelles. Je vous ai parlé de culture policière en début d'émission. Là, je vous parle de l'abéance structure. C'est quoi l'abéance structure? Vas-y. L'abéance structure, ça va venir expliquer le phénomène des bloqués négros qui est... D'ailleurs, j'ai oublié d'expliquer, j'ai parlé des Black Blocs tout à l'heure, mais les bloqués négros, ça va être des féministes, un groupe de féministes au Mexique qui, à l'image des Black Blocs, ils vont se mettre des cagoules noires et avoir un militantisme un peu plus violent. Puis vous pouvez aller voir sur YouTube Arte. Arte a fait une chaîne française, a fait un très beau documentaire sur le bloqué négro au Mexique, justement. Ça dure une dizaine de minutes. Excellent reportage qui explique rapidement, de façon concise. C'est une chaîne que j'adore. D'ailleurs, Arte, j'adore. Donc, allez voir ça, bloqué négro sur le Mexique. Exactement. Donc, eux, il y a beaucoup de... Donc, au Mexique, on se pose la question, d'où vient le bloqué négro? Pourquoi il y a ce féminisme violent-là? Puis, il y a un concept qui est dans le champ d'études du militantisme qui dit que l'abéance structure va venir expliquer pourquoi il y a un tel mouvement violent féministe qui est présent au Mexique. C'est-à-dire que à partir du moment que les structures politiques et sociales ne répondent plus aux demandes des militants actuels. Par exemple, les marches de 2019 et de 2017 au Mexique féministes, c'était par des organisations féministes, mais qu'on leur répondait pas. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, et la mairesse et le gouvernement mexicain ne leur donnaient pas les moyens de pouvoir changer les choses. Donc, l'abéance structure, selon l'abéance structure, c'est que lorsque l'espace politique et social ne répond plus, il va y avoir une structure de mise en veille du mouvement féministe du mouvement qui va se mettre. La structure de mise en veille, c'est une structure qui va permettre que le mouvement ne meure pas, entre guillemets. Mettons, mettons que ça mangera en hiver, là, ça ressemblerait à quoi? Mettons que tu nous résumes... Visuellement, ça ressemble à quoi? Visuellement, je vous ai dit, en 2017-2019, il y a des groupes féministes qui militaient déjà. Oui. On ne les écoute pas. Pour éviter que le mouvement meure, donc il n'y ait plus de féminisme mexicain, il va y avoir une structure de mise en veille qui va se créer, c'est-à-dire une structure plus radicale, entre guillemets, si tu veux, plus centralisée. Donc, comme le bloqué négro, c'est un groupe très centralisé. On essaie d'avoir un dialogue. Le dialogue n'a pas fonctionné du tout. Donc, nous, on va se créer un groupe... Ce canal-là ne fonctionne pas du tout. On va
trouver un deuxième canal qui est, on va se créer nous-mêmes, en fait, notre propre justice. Notre propre justice avec le bloqué négro qui, par exemple, ils ont pris d'assaut l'immeuble de l'Organisation des droits de l'homme à Mexico. Ils l'ont pris d'assaut, ils se l'ont approprié, puis ils en ont fait un foyer pour les femmes victimes de violences, mais aussi leur QG, donc qui crée un noyau solide pour éviter que le mouvement féministe au Mexique ne meure. Tu comprends? Mais je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment représentatif de tellement de phénomènes. C'est-à-dire que c'est souvent, puis ça va tellement ça rejoint tellement ce qu'on a fait avec Black Lives Matter, effectivement, le procès de Derek Chauvin et liberté d'oppression, c'est que dans la minute où il n'y a plus un dialogue, où il n'y a plus de progrès qui se fait, effectivement, il y a une mise en veille qui se fait, puis on peut voir, ça peut expliquer, bon, on n'est jamais pour le terrorisme, mais des mouvements violents comme ça naissent du fait qu'il y a des revendications qui, pour eux, n'apparaissent pas écoutées. Exactement. Est-ce que c'est réel? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont raison? Dans ce cas-ci, oui. 4000 féminicides, seulement 900. Dans d'autres cas, non. Par exemple, avec l'islamisme. Exact. Mais ça dérive toujours du fait qu'il y a un mouvement, qu'on veut créer un mouvement, un dialogue, puis qu'il y a une absence, en fait, de réceptivité. Exact. Et là, on va créer justement ce mouvement-là. La meilleure structure va faire en sorte qu'il va y avoir un mouvement de mise en veille, une structure de mise en veille qu'on appelle, puis ça peut se traduire, par exemple... Les FARC aussi, on peut... Les FARC, ouais. Très, très bon exemple. En Colombie. En Colombie, exactement. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, tu vois que... Bon, j'ai perdu mon idée, mais... Oui, vas-y. J'ai perdu mon idée, mais bon, voilà, l'abéance structure et ce concept qui... nos auditeurs peuvent aller lire là-dessus, donc abéance structure, c'est ce qui va expliquer beaucoup de phénomènes qu'on ne comprend pas nécessairement au niveau des causes militantes, au niveau aussi du radicalisme de certaines causes militantes. On parle des antifascistes du côté de l'extrême gauche. On peut parler aussi des Black Blocs, des Blocs négros. Donc, ça aide à comprendre d'où ça vient aussi. Et aussi, tout à l'heure, on parlait de nuancer les choses comme... Ça serait facile de juste dire « Ah, c'est quoi ces féminazis-là? En plus d'être cagoulés, ils volent un immeuble, ils refusent toute présence masculine dans l'immeuble et dans leur structure. C'est quoi ces féminazis-là? » Mais quand tu nuances la chose et que tu dis « Oui, mais écoute, il y a 4000 féminicides par année au Mexique, il y a 98% d'impunité, il y a le gouvernement s'en fout totalement. » Tu sais, quand tu remets les choses en perspective, tu comprends d'où ça vient, le bloqué négro, d'où ça vient par la suite ce genre de mouvement-là. Pas nécessairement qu'ils sont légitimes ou pas, on n'est pas là pour en juger, mais on est là pour comprendre d'où ça vient. T'sais. C'est une réponse. C'est une réponse à une absence en fait, c'est une réponse à... une absence de réponse des structures en place, que ce soit l'autorité. Pas à mon problème que je considère qu'il est légitime parce que c'est normal dans la vie de pas vouloir... se sentir en insécurité. Donc, c'est normal d'envie de vouloir se sentir en sécurité tout le temps. Exact. Le gouvernement et les forces de l'ordre ne répondent pas à mes demandes qui sont légitimes dans ce cas-ci. Donc, ben parfait. Je me crée un mouvement moi-même puis je vais me défendre. Qui va permettre que mon mouvement ne meure pas. Parce qu'en fait, on va se demander, c'est quoi la naissance de ce mouvement-là? C'est pas une naissance d'un mouvement, c'est la continuité du mouvement féministe, mais qui, dans ce cas-ci au Mexique, qui veut pas mourir, donc il y a une structure de mise en veille ou de remanescence qu'on appelle. C'est tout là, je trouve, la création, ce qu'on pourrait analyser comme un écosystème. Puis de voir en fait pas les choses selon sur une ligne, mais effectivement sur une construction dans le temps, puis une réponse, une adaptation. Donc c'est... Par exemple, Al Gore qui sort son film en 2000-2001 sur les changements climatiques, et Greta Thunberg qui vient à Montréal, marche de 500 000 personnes. Ce n'est pas deux mouvements différents, c'est une continuité de mouvement, au même titre que Greenpeace qui font c'est une continuité de mouvement. Greenpeace représente par exemple une structure de mise en veille du mouvement écologiste qui va permettre que si jamais du jour au lendemain on arrête d'en parler de l'écologisme, ben il va avoir cette structure-là qui va permettre de ramener le débat sur la place centrale, tu comprends? J'ai d'ailleurs créé Seaspiracy. Et finalement, tu as Sea Shepherd qui est exactement ce même principe-là. Donc, effectivement, c'est une réponse à une absence de réponse.
L'abéance. Réponse en attendant de réponse. Donc, l'abéance structure Fait que est une réponse. Réponds quand on t'appelle au téléphone. Réponds. 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 En plus, tu dis ça à une personne qui répond. J'ai toujours mon téléphone sur silencieux, j'ai de la difficulté à répondre. Le téléphone qui sonne. Mais j'ai adoré cet apéro-là. J'ai adoré aussi, puis honnêtement, vous irez voir ce concept-là de abéance structure. Exact. Puis ça fait tellement de liens avec effectivement plein de mouvements, puis de dire en fait finalement tout ce qu'on voulait dire au départ, le dialogue c'est toujours mieux que la guerre. Faites l'amour, pas la guerre. Faites l'amour, pas la guerre, puis parlez-en. Ça dépend parce qu'on voulait parler, mais parlons-en parce que je pense qu'effectivement un dialogue constructif c'est toujours la meilleure des solutions. Yes, on y va au cigare maintenant? On finit ça. On va gatherer culturel. On finit ça pour les 10-15 dernières minutes qui nous restent avec un petit cigare culturel. Un petit flow. Hey! Let's go. On parle cette semaine, dans la continuité en fait des mouvements sociaux, je vais te parler de la plus grande série tournée par des Noirs au Canada, qui va se tourner à Winnipeg. C'est quoi le nom? Je suis en train de trouver ça, ça. Tu veux pas faire de fake news? Je vais pas te faire de fake news. Mais avant ça, je l'ai. Avant ça, je vais te une petite histoire bien cute. Je t'écoute. C'est une personne qui s'appelle Loïc Bidal. En fait, Loïc Bidal, c'est un jeune qui est en 17-18 ans. En fait, bref, il va terminer son diplôme d'études secondaires. Et en fait, il va le terminer il va l'avoir fait de l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, il va devenir le tout premier jeune à réussir l'exploit de réaliser tout son parcours scolaire à partir de sa chambre d'hôpital. Tu sais, quand tu dis... Respect! Quand tu dis chapeau à respect. J'ai tellement de respect pour cette personne-là. Bravo, honnêtement. Moi, je me connais, j'aurais lâché. J'aurais tellement lâché. Wow, tu sais, sérieux. Mais telle de persévérance. Si on a des auditeurs qui sont dans la même situation que Loïc, moi, je les encourage à prendre exemple. Bravo, c'est touchant, puis c'est... C'est rare qu'on fait des petits moments touchants comme ça à l'apéro. Je savais pas que tu allais me ramener ça. Il faut, parce que le roi est mort, vive l'altérité. Vive l'altérité. La réalité des autres, il faut la connaître. Il faut la connaître, puis... Tu sais, je veux dire, il y a des gens dans la vie que quand tu le donnes... C'était quoi l'expression quand tu le donnes un crayon, ils te font un dessin, ou tu sais, quand tu le donnes un citron, ils te font une limonade. Ouais, donne-moi un citron, j'en fais une limonade. Ouais. Mais je pense que Loïc a fait une limonade, puis... pétillante. Puis moi, je l'achèterais sa limonade, donc bravo, chapeau. C'est tellement une histoire touchante et inspirante. Donc, à soir, moi, je peux pas me plaindre. Non. Bravo, Loïc. Mais, bon, je reviens à Je suis content, par exemple, qu'il y ait les structures qui permettent de le faire. Au moins, il aura réussi. On chiale depuis tantôt sur les structures, mais... Des fois, les structures, ça marche. Des fois, ça marche aussi. Des fois, ça marche aussi. L'abéance structure, mais il y a aussi l'adhérence structure. Je comprends pas le jeu de mots, mais... C'est bon. Il y a comme un fake laugh, tu sais, dans le canne qui fait... c'est ça. On devrait avoir un public en arrière, là. C'est ça. Quand la pandémie va terminer, en 2043. Ouais. À ce train-là. Si on est chanceux, 2042. J'ai hâte d'avoir des invités à Apéro Cigare. Ben oui, c'est notre objectif. On l'a toujours dit que chaque semaine, on voulait avoir des gens, mais on espère effectivement... on va faire de quoi? Quitte à acheter des trucs pour mettre des plexiglas, des trucs comme ça. Penses-tu? Ah oui. À voir. Bref, cette série-là, en fait, s'appelle... je te trouve le nom. Et c'est une série, en fait, qui va porter, en fait, sur le tout premier syndicat de Noirs créé dans le monde par des employés de chemin de fer au Canada et aux États-Unis. Donc, ça porte sur une histoire qui est, en fait, de personnes afro-américaines en Amérique du Nord. Et ça va être tourné, justement, par des personnes de couleur. Donc, j'espère que ça ne sera pas des blackface, esti. T'imagines, j'ai juste des blackface qui tournent le film. Je te dis un peu la description de la série selon la presse. La série, qui sera composée de 8 épisodes, suivra des personnes qui bousculent, rêvent, traversent les frontières et poursuivent leurs ambitions dans la lutte pour la libération dans et en dehors des trains
et qui ont traversé l'Amérique Wow. du Nord. C'est sûr, ça va être intéressant. C'est quoi le nom, Esti? Ah, je le cherche. Vas-y, prends le temps, me semble que- Prends le temps. Ça me fait... Que tu parles de ça, ça m'a fait penser à un film que moi j'ai écouté cette semaine sur Netflix. La série The Porter. The Porter. The Porter. Puis c'est pas encore tourné, ça va être tourné. Ça va être tourné. Donc C'est sur Netflix? C'est sur quoi? non, en fait, un appel à la communauté est lancé pour créer la série. Par contre, ça va être sur CBC. Ok, donc Radio-Canada. Radio-Canada. Radio-Canada! Ouais, ouais. Ouais, ça va être sur CBC. CBC. Ouais. CBC. Donc, j'ai déjà hâte de faire cette série-là qui s'appelle The Porter et qui va justement parler d'une situation où des Noirs, en fait, une société civile s'est créée finalement. C'est intéressant. Un mouvement pour militant, protéger. si tu veux. Ah oui, ouais. clairement. Donc, l'abéance structure. Ouais. Abéance Dans l'abéance structure qui a rapport avec les revendications des afro-américaines de Black Panther, qui était un mouvement de mise en veille. Oui, tout à fait, des années 70 qui a même inspiré Black Lives Matter. Black Lives Matter. Qui est dans la même continuité, qui n'est pas un mouvement différent, qui est juste une continuité Mais de qui, mouvement. on est revenu dans un dialogue. C'est quand même intéressant. Oui, il y a une évolution. Tu vois? Donc, donc c'est toujours. Il y a deux sens, en fait. Mais dans la même lignée que The Porter, cette semaine, j'ai écouté The Green Book. OK? Tu l'as écouté? Non. C'est sur Netflix. Je pense qu'il a même gagné un Oscar en 2018 ou 2019. Moi, cette semaine, j'ai écouté le film The Boy Who Harnessed the Wind. C'est un film où, en fait, un prodige africain de Malawi, en fait, invente un moulin pour nourrir tout son village. En Afrique? Oui. C'est- L'homme qui dompta le vent. Ça s'appelle comment? Non, je veux dire, c'est sur quel Netflix? Ouais. L'homme qui dompta le vent. L'homme qui dompta Moi, l'enfant ou... Green The Book, ça Boy raconte Who l'histoire Harnessed d'un grand artiste afro-américain qui est suivi par un garde du corps, si tu veux, qui, dans le fond, blanc, qui est joué par Aragorn, donc, comment il s'appelle? Viggo Mortensen. OK. Puis en fait, ça dépeint toute la réalité de la ségrégation raciale dans les États-Unis des années 40, 50, quelque chose comme ça. C'est vraiment bon. Vraiment bon. Green The Book Green Book sur Netflix. sur Netflix. Puis ça a gagné un Oscar. C'est vraiment bon. Je regarde ça. Puis ça rentre on parle d'altérité depuis tout à l'heure, puis s'il n'y a rien de mieux que ce genre de film-là pour une expérience altérante, là, je sais pas si ça se dit, mais Ouais. vivre une altérité pour comprendre un peu la réalité des... À ne pas confondre avec s'altérer. Parce que ça, c'est autre chose. J'ai soif, je m'altère. Non, désaltérer. Je me désaltère, Ouais. mais j'ai soif. Donc, c'est quoi la désaltérisation? Se désaltérer, c'est parce que t'es altéré. Je comprends pas. Mais bref, Je t'ai mélangé. parce que tout à l'heure on parlait de l'altérité. Oui, de l'altérance. Que la réalité de l'autre doit être ta réalité à toi pour qu'on puisse avancer. Puis en Oui. fait, comprendre la ségrégation des Noirs, comprendre d'où ça vient, tout ce mouvement Black Lives Matter, pourquoi on en est aujourd'hui à George Floyd puis à Derek Chauvin, ben c'est toute une expérience que d'écouter ces films-là parce que ça t'instruit en fait. Que ce soit Green Book, The Porter qui va bientôt être fait ou bien L'homme qui dompta le vent. Ça rentre tout dans cette envie d'altérité. Ben, altérez-vous. Altérez-vous. Puis désaltérez-vous. Tu sais, Ouais. désaltérez-vous puis altérez-vous en même temps. Ouais. Puis, parlant d'altérité ou de personnes qui sont passées de l'autre côté de l'altération, si vous voulez vous altérer... Je vais saigner du nez. Il y a des gens qui nous ont quittés cette semaine, la semaine passée, en fait. Ah oui, Maître Louvain. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, t'étais-tu amoureux de la dame en bleu? J'aimais bien quelques chansons de Michel Louvain, mais j'étais pas... Amoureux de la dame en bleu? J'étais plus Michel Fugain que Michel Louvain. Ah ouais, t'es Ouais. l'autre Michel, toi. Ouais, Ah plus ben. Michel Fugain. Mais j'enlève rien à Michel Louvain, c'était un grand de la chanson québécoise. Ben oui. C'était un gentleman, là, genre j'ai juste Un vu en gentleman. photo. Ouais. Un gars qui nous quitte, malheureusement, Ouais. mais avec un bagage incroyable. D'ailleurs, j'aime encore ça du Michel Louvain. Puis en quittant, il a remercié... Je veux dire, c'était un homosexuel, Michel Louvain, Oui. non public. C'est Dans le fou, sens pareil, qu'il qu'un gars il qui a jamais... chantait la dame en bleu, en fait, n'était pas intéressé par les femmes. Non, pas du tout, mais bon, il y a quelque chose de... L'amour, c'est l'amour, hein, donc... C'est bien. mets les mots que tu veux, mais... Je pense les Altère-toi là-dessus. Altère-toi. Mais ce qui était intéressant, ce qui était cute surtout, c'est que quand il est mort, en fait, il a dit, je veux dire, il a remercié
son conjoint. Donc, c'est comme s'il faisait son Il fait son coming out. son coming out à en la mourant, ouais. Mais vaut mieux tard que jamais. Ouais. Puis c'est fou. C'était C'était une autre beau. époque, hein. C'était beau. Mais tu vois, il y a une pureté, une beauté, Ouais. une simplicité là-dedans. Clairement. Puis parlant de pureté, de beauté, puis ben de la richesse, il y a aussi le prince Philip Ouais. qui est décédé à... selon toi, quel âge il avait? Combien de siècles? Ben, t'es pas loin. 1,1 siècle. Non, 99 ans et 10 mois. Ok, t'es à 2 mois du Il siècle. était à 2 mois du siècle, pas assez proche. Quand t'es si proche, ça compte Ouais. pas. Tu sais, C'est aïe ça. aïe, le gars est à 2 mois de faire « Hey, j'ai atteint le siècle », il l'a pas fait. Ah, mais ce gars-là, je veux dire, cette famille-là, ils ont accès à des médecins 24 heures sur 24, ils ont plus. Ils toffent, là. Ils Ben toffent, oui. toffent. Puis, tu sais, il lève pas, il fait rien, là, de physique, j'imagine. Ben non, à part chatouiller le corgi, là, je veux Ouais. dire... C'est puis ça. dire à Elisabeth, amène-moi le thé, puis elle demande à sa servante, je veux dire... Ok, parce que toi, tu crois qu'il demande à Elisabeth d'y ramener le thé? je sais pas, Non, je pense que c'est plus Elisabeth qui demande à Philippe d'y ramener le thé. Ah, ouais? Ben, c'est elle la reine. Ouais, mais Lui, on l'appelle Prince Philippe encore, hein? On l'appelle pas C'est Roi vrai. Philippe, hein? c'est vrai. Ben, Mm. tant mieux, parce que le roi est mort, vive Le roi est mort, vive l'altérité. Oh, mais le Philippe aussi, fait que le roi et le prince sont morts. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il va y avoir enfin du changement dans cette symbolique-là The de la firm. royauté? Ouais. Avec The firm. La firme, comme l'appelle. Comment elle Meghan s'appelle? Markle. Meghan Markle. Ben d'ailleurs, fun fact intéressant, J'y t'écoute. Harry va être là à l'enterrement. Ben là, j'espère, c'est quand même son grand-père. C'est son grand-père, hein? Oui, parce que c'est Prince Charles qui est son père. Ouais. Mais il n'y a personne qui va porter l'uniforme militaire, ce qui est, en fait, ce qui rompt la tradition. La tradition. La tradition, pas la traduction. Parce qu'à un moment, en fait, les gens qui ont été militaires portent l'uniforme royal, mais... L'uniforme militaire. ben, portent la marine, le militaire, mettons, c'est parce que de Marine porte l'uniforme militaire. Ok, ouais. Avec les médailles et tout. Mais Ouais. comme Harry a été démis, ne peut plus en fait faire partie de l'armée parce qu'il a été démis de son titre de prince et tout Ouais. ben, lui ne peut pas porter l'uniforme militaire. Et Prince Andrew, qui était l'oncle, je pense, de la famille, lui non plus, Lui non plus, parce qu'il lui aussi était. ils ont été démis Ouais. de l'armée. Donc, Ouais. les deux personnes qui ont combattu au front ne peuvent pas porter l'uniforme militaire. Donc, ils ont dit parfait, personne porte l'uniforme militaire, mais quand même, Harry et Andrew vont pouvoir porter leurs médailles qu'ils ont acquises. Ok. Ils ont acquis. Donc, Qu'est-ce qu'ils ont fait pour acquérir ça, hein? je sais pas, ajouter du gun. Ajouter du Ils gun. ont shooté du gun devant une caméra, honnêtement. Moi, là, puis la monarchie symbolique. Ouais, hein? Ouais. Ben, il y avait une blague justement on parlait d'humoristes partout, mais François Bellefeuille avait quand même fait une blague justement en disant que sa voisine elle avait 4 ans, puis il dit elle dit toujours que c'est une princesse, mais il dit moi il y a bien juste une qualité, c'est que je respecte la monarchie. Parce qu'elle se prend pour une princesse. Ok, ouais. Il faisait cette blague-là. Asti. Mais. Ok, ouais, j'en ai pogné. T'as pogné-tu? J'appogne. T'as pogné-tu? Mais moi, je respecte la monarchie aussi. Ouais. Fait que si jamais Elisabeth m'avait invité à sa session de thé, mettons, là. On mangeait des petits craquelins. Des petits craquelins. Mr. Darcy! Donc, bref, Samy, ça met Jeffrey, fin oui. à notre cigare et ça met aussi fin à notre apéro cigare. On a parlé cette semaine de bien des concepts, mais on a parlé de Derek Chauvin. On a parlé d'abéance structure. Et sur Scrabble, vous avez des points en temps. On a parlé aussi de mouvement social en réponse. On a parlé Altérité. d'altérité. D'ailleurs, je suis content qu'on ait parlé de ça. Mais c'est vraiment des beaux concepts que je voulais vraiment présenter à Apéro. Ben, je te remercie. Je te remercie d'être venu avec nous. Puis, si jamais vous avez des commentaires, vous voulez. Bon, les 3 personnes qui nous écoutent, si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez nous les dire. Puis, ça nous avait plaisir d'en jaser parce que Parce que sinon, aussi, tu peux écouter les autres épisodes aussi, non? tu peux écouter ça sur Spotify, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, où c'est que tu veux parce que c'était l'apéro cigare, c'était l'apéro cigare, c'était L'apéro cigare. À la Peace semaine out, prochaine, tout tout le le monde. C'était cool.